m'appelle Thierry Kassongo Mouyumba. Je suis journaliste de profession, ambassadeur spécial pour le droit des enfants. Merci d'abord pour l'invitation. Moi, j'ai deux petites questions. La première question, nous a été informé parce qu'on était enfant que la bombe ou les matières utilisées pour créer ou fabriquer la bombe provenaient de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'il nous appartient à nous tous, qui sommes là pour relayer cette information et, dans la mesure du possible, dire quelque chose. Certains, ça serait complice. Ça peut être complice par rapport à ça. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade. Mes collègues vont pouvoir ajouter. Et dans la joie de vous accueillir dans cette salle polyvalente des facultés catholiques pour notre conférence débat qui a pour thème des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, 80 ans après, quelles leçons attirées par la jeunesse du monde en général et de la RD Congo en particulier. Sans plus tarder, nous commençons par vous présenter nos excuses pour le petit retard. C'est dit au fait que nous étions là pour attendre les retardataires. Comme on dit, les retardataires n'ont pas raison, ils ont toujours raison. Nous devons commencer pour respecter les gens qui sont venus attendre. Nous vous présentons les intervenants du jour. Nous avons l'intervenant principal, M. Ngoyou Mutombo Jean-Charles, l'assistant du président de la FACI. Nous avons M. Valentin Madiba Manzikala, qui est le coordonnateur des écoles associées de l'UNESCO en RD Congo. Nous avons M. Marcel, qui est le membre du bureau de la Fédération congolaise des associations des clercs de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bonne écoute de cette activité et nous laissons la parole aux intervenants. Merci. Je crois qu'il a été notifié le thème de notre intervention. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, 80 ans après, que leçons en tiré par la jeunesse du monde en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Le 6 août 2025, le peuple japonais célèbre le 80e anniversaire de la ville de Hiroshima dans le cadre de la campagne contre le développement de l'arme nucléaire au profit de la paix. En effet, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a une vision globalisante de la paix, qui malheureusement est mise à l'épreuve par la course aux armements de destruction massive. L'histoire du développement de l'arme nucléaire est à placer dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, puis dans celui de la course aux armements après la guerre froide. Les origines de la bombe atomique par les États-Unis d'Amérique remontent de la Seconde Guerre mondiale, suite à la peur de l'Allemagne nazie et que l'Allemagne nazie développe une telle arme. À cet effet,
ils vont mettre en œuvre le projet Manhattan en choisissant 3 sites différents pour l'entreprendre. Premier site, Oak Ridge, en Tennessee, Los Alanos, au Nouveau-Mexique, Hertford, dans l'État de Washington. Ces 3 sites ont été sélectionnés en fonction des exigences spécifiques du projet. Dans ce projet Manhattan, un scientifique physicien américain émerge, Robert Oppenheimer, qui est né le 22 avril 1904 à New York, est mort le 18 février 1967 à Princeton. Il est considéré comme le père de la bombe atomique, en sa qualité de directeur scientifique du projet. Il y a aussi le lieutenant général de l'armée, Leslie Groves, sous le président Truman des États-Unis. En larguant la bombe sur Hiroshima, les États-Unis ont choisi cette ville japonaise pour son importance stratégique, son état intact et sa configuration géographique. Ce sont des idéaux pour en observer les effets de la bombe larguée. Cette bombe, surnommée Little Boy, d'une puissance équivalente à 15 000 tonnes, a inauguré l'ère nucléaire. Il y a lieu de relever ici qu'un autre physicien bien connu, Albert Einstein, n'a pas participé au projet Manhattan parce qu'il n'avait pas eu l'autorisation des services secrets des Américains pour des raisons évidentes. Quelle différence y a-t-il entre bombe atomique et bombe nucléaire? On dit bombe atomique lorsque l'on parle de l'explosion des atomes. Et dans ce contexte, ils ont effectivement explosé puisque les noyaux ont fait voler en éclats. Une bombe nucléaire, quand l'on parle précisément du début du phénomène qui se passe au niveau du noyau des atomes. Pourquoi le Japon a-t-il déclaré la guerre aux États-Unis? Devant les lourdes pénuries de pétrole et autres matières premières, et motivé par la volonté de remplacer les États-Unis comme puissance dominante dans le Pacifique, il décida alors d'attaquer les forces américaines et britanniques en Asie et s'emparer des ressources de la région. Ainsi donc, pour éviter le débarquement dans l'archipel nippon, qui coûterait de lourdes pertes à l'armée américaine, les États-Unis ont bombardé Hiroshima le 6 août et Nagasaki 3 jours après, le 9 août 1945. Cette situation a précipité la capitulation du Japon, déjà divisé dans le cabinet Suzuki, qui envisageait la reddition pure et simple, et le clan militariste qui voulut poursuivre la guerre jusqu'au bout. Aujourd'hui, la bombe atomique est développée dans plusieurs pays. Selon les données FAS, la Russie dépasse tous les pays du monde en possession d'ogives nucléaires. Ce sont près de 5580 ogives, soit 47% des stocks mondiaux. Nous devons ensemble militer contre le développement de la bombe atomique à travers le monde, car elle tue et détruit massivement. C'est peut-être ici l'occasion de faire appel pathétique à la jeunesse congolaise dans le cadre de recherches qui tendent au développement durable à travers l'éducation, la science et la culture. En effet, selon l'Organisation des Nations Unies, c'est la mise à l'abri de la guerre
et l'UNESCO déclare que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ainsi donc, la paix s'éduque, elle se construit, elle se sauvegarde et se maintient à travers les structures comme les écoles associées à l'UNESCO, le club pour l'UNESCO, par l'éducation, la science, la culture et les arts. Le but étant de prévenir la guerre sous toutes ses formes, d'éviter les troubles des esprits dominateurs, ainsi que la course aux armes atomiques en lieu et place au développement durable par le respect du patrimoine matériel, les humains ainsi que la nature. J'ai dit, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, monsieur l'orateur, pour votre exposé. C'est un très bon exposé. Et vous êtes très très bien suivi là. À un certain moment, vous avez dit, nous devons ensemble lutter, militer pour le développement de la bombe nucléaire à travers le monde. Mais comment devons-nous le faire? Parce que ceux qui sont censés imposer le silence à travers le monde sont derrière tout ce qui se passe, les troubles qui se passent à travers le monde. Nous allons lutter. Est-ce que notre voix sera entendue? Les grandes puissances, si vous regardez très bien les grandes puissances, elles sont là, en train d'imposer qu'il y ait développement. Mais elles ne développent pas ça. Qu'est-ce que nous devons faire pour lutter contre ces développements? Je vous remercie. Merci. Je m'appelle Thierry Kassongo Mouyumba. Je suis journaliste de profession, ambassadeur spécial pour le droit des enfants. Merci d'abord pour l'invitation. Moi, j'ai deux petites questions. La première question, il nous a été informé parce qu'on était enfant que la bombe ou les matières utilisées pour créer ou fabriquer la bombe provenaient de la République démocratique du Congo, particulièrement de l'île de Chimpolobwe. Chimpolobwe, je pense que j'ai bien prononcé. Qu'est-ce est devenu la mine de Chimpolobwe? Ça, c'est de un. Et de deux, comment les enfants, parce que la dernière phrase, vous avez dit, la guerre prenant naissance dans la tête d'un enfant, d'une personne, c'est dans la tête d'une personne ou de l'enfant qu'il faut construire la paix. Mais j'ai constaté d'abord qu'il n'y a pas les enfants ou les jeunes, la plupart ici. Comment vous allez mener votre campagne pour que ces enfants puissent s'approprier de ce programme de paix? Merci. Merci. Nous prenons une troisième question avant de répondre. Monsieur qui ne s'est pas présenté. Je peux le faire? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Et je m'excuse pour ne l'avoir pas fait. C'est Valentin Tembo Chamala, recteur du collège Saint-Étienne. Merci, merci. On nous a posé une question. Si ceux qui dirigent et ceux qui sont les puissances de ce monde continuent à créer les bombes, comment est-ce que nous allons faire pour arrêter quel lobbying nous allons utiliser pour arriver à arrêter la fabrication des bombes? Parce que derrière, ce sont les grandes puissances qui sont responsables de tout cela. Sans entrer dans une théorie philosophique, je voudrais dire d'abord ceci. Le Britannique, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ils sont d'une école où on parle de la praxis. Pour les Britanniques, le fait de dire quelque chose, c'est déjà un début de solution. Quand on se tait, on devient complice. C'est alors qu'on parle de la performativité de la parole.
ce que nous faisons ici, c'est aussi, ça doit être considéré dans ce sens-là, justement. On est en train de rappeler, par nos écrits, par nos contacts, par le média, par le canaux sociaux, donc dire à ce monde qu'on en a assez. Et il existe une théorie qu'on appelle la théorie de la falsification sociale. La théorie consiste en quoi? Vous dominez, vous continuez à dominer les gens. Plus vous les dominez, vous allez arriver à un niveau où les gens atteignent le seuil de l'insupportable. L'Amérique, avec toute la puissance, vous savez ce qui s'est passé quand c'est encore où il s'est passé, il y a dans l'histoire des États-Unis, qui pensaient avoir la même mise sur le monde, ils se sont retrouvés engloutis, alors qu'ils avaient toute la puissance possible. Au Vietnam notamment. Et les Américains ont capitulé à Vietnam. Alors que dans chaque film, quand les Américains vous font des films, ils finissent toujours par dire, il y a une phrase qui revient toujours à la fin, enfin les Américains sont très forts. Mais là, ils ont montré qu'ils n'étaient pas aussi forts. Même toutes ces instances, il y a déjà des voix qui s'élèvent en Afrique. Vous avez nos 3 jeunes présidents africains qui disent qu'ils sont capables, avec leur uranium qui a été utilisé par la France, et qui sont à même aujourd'hui de dire que non, assez. Et je crois qu'il nous appartient à nous tous, qui sommes là pour relayer cette information, et dans la mesure du possible, dire quelque chose. Certains, ça serait complice. Ça peut être complice par rapport à ça. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade. Mes collègues vont pouvoir ajouter. Je crois que nous ne devons pas nous taire, nous entrons dans l'action que l'UNESCO recommande dans le cadre de la paix. D'abord, au niveau international, il existe des structures de surveillance de tous les pays qui, en fait, entrent dans l'exercice de fabrication de la bombe atomique. C'est ça qui a fait, par exemple, lorsque dernièrement, l'Iran a cessé à s'attaquer, bien que Israël est en train de bombarder l'espace au niveau des écoles, qui exerce des pressions pour qu'on ne puisse pas développer la bombe atomique parce qu'elle détruit en masse, elle détruit la nature. Et nous devons entrer dans cette chaîne de solidarité de lutter contre la destruction massive. Ça, c'est le premier objectif. Et nous, ici, nous sommes dans cette chaîne en tant que membres, en tant que fédération des écoles associées, parce que les idéaux de l'UNESCO militent pour la paix et la compréhension mutuelle. Vous comprendrez que lorsqu'on vient de larguer une bombe atomique, on n'a pas visé nécessairement les personnes responsables. Il y a des innocents qui meurent. Il y a une deuxième question d'ailleurs qui a été la sous-question qui a été posée par notre frère Moulouma. Si je peux mentionner. Monsieur Thierry, nous sommes Fédération des associations et clubs pour l'UNESCO. Et nous sommes venus ici pour évoquer cette situation, cette histoire triste et demander à la jeunesse, il faut voir l'endroit où nous commençons cette sensibilisation, à l'université, à la jeunesse, là où il y a la jeunesse, là où on est en train d'étudier. Et nous voulons que cette jeunesse qui est en train d'étudier, qui sera demain responsable, quand elle sera responsable, si elle est dotée des idéaux de l'UNESCO, des idéaux de la paix, si elle est informée des astres de ces bombes-là, je crois que cette jeunesse, demain, prendra des dispositions pour ne pas entrer dans la guerre, pour ne pas vraiment tomber dans des décisions qui peuvent amener à des destructions massives de l'humanité. C'est pourquoi nous commençons cette activité au niveau de l'université, parce que nous voyons que ce sont eux qui demain auront les commandes, qui demain vont diriger, et que quand ils vont diriger vraiment avec
amour avec cet esprit de paix que l'UNESCO est en train de recommander aux associations et clubs. Ok, merci. Je ne sais pas si C'est une structure dont vous parlez sur les États-Unis. Puisque les États-Unis, à travers le monde, c'est comme une police du monde. Pour informer qui demain, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais cette chose que nous pouvons renforcer, par exemple, il y a par exemple, qui est là pour contrôler il y a des gens qui sont en train de travailler pour maîtriser, pour demander à ce que les gens ne puissent pas utiliser ces... Donc, il y a un travail qui est en train de faire à ce niveau-là. Mais nous voyons, nous visons la jeunesse. Et il y a des siècles. La deuxième question, qu'est-ce qu'on fait? Il existe, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'on a besoin des sanctions? Ou on a besoin d'une éthique? Sanctionner. On peut sanctionner, c'est pas mauvais. On peut sanctionner. Mais pour quelle finalité? On sanctionne pour quelle finalité? Il y a des gourous là qui étaient à la prison centrale. Hein? Vous savez comment on appelle la prison? Et après, quand les gens sortent de bataille, ils deviennent plus malheureux que quand ils étaient en... Est-ce qu'il faut capituler et dire bon, parce que ça continue? Non. Il faut toujours parler. Il faut toujours parler, à mon sens, il faut toujours parler. Il faut faire réfléchir. Et même à l'interne, eux-mêmes se rendent compte. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon frère qui dit, même la méthode de modus operandi a changé. Avant, les États-Unis pouvaient se dire, bon, moi, c'est moi qui libère. Au nom de notre président de la Fédération des associations et clubs pour l'UNESCO de la RDC, M. Benoît Ilunga Chipaba, qui est en mission, et il pourra être avec nous dans notre tout prochain jour. Alors, nous remercions aussi également tous les conférenciers, le modérateur qui a quand même essayé un peu de retracer pourquoi les bien fondés de cette conférence. Alors, en son nom, nous vous informons que vous aurez un programme qui sera diffusé concernant, ça ne sera plus de conférences débat, mais ça sera des ateliers de réflexion à travers les écoles, à travers les universités. Nous sommes très contents d'avoir le représentant de la NAPECO nationale, Maître Stéphane, qui venait de prendre la parole, mais qui est le président du comité de parents au collège Saint-Étienne, qui a voulu plaider qu'il faut associer toutes les couches sociales. Merci, Président. Et avec tout le monde. Merci. Alors, par rapport à ça, il y a un peu de l'eau, on pourrait prendre de l'eau là-bas derrière. Et puis, ceux qui peuvent nous accompagner aussi au village UNESCO, il faudra découvrir le village UNESCO. C'est là où toutes les activités se passent. Nous avons le siège provisoire là-bas. Il faudra quand même nous accompagner. À la deuxième rue, juste à côté de l'église La Compassion, entrer là avant de traverser le petit boulevard industriel. Et c'est là où nous sommes. À tout part,